Le Pécode rencontre le bouton de rose. Il est vain de gratter dans la panse de ce Léviathan pour y découvrir l'ambre gris. Il sent trop mauvais. Sir Thomas Browne. 1 ou 2 semaines après la dernière aventure de pêche que je viens de raconter, tandis que nous voguions sur une mer endormie et vaporeuse de plein midi, les nombreuses narines, sur le pont du Pécode, se montrèrent plus vigilantes découvreuses que les 3 paires d'yeux des vigies. Une particulière odeur, pas du tout agréable, était répandue sur la mer. « Je parie maintenant, dit Stubb, qu'il y a quelque part ici un de ces cachalots drogués que nous avons chatouillés l'autre jour. Je pensais bien qu'ils tourneraient leur quille un jour ou l'autre. » À ce moment, la brume qui s'étendit devant nous s'écarta et là-bas, à une certaine distance, apparut un bâtiment dont les voiles carguées donnaient à penser qu'il devait avoir à ses côtés quelque espèce de baleine ou de cachalot. Pendant que nous glissions vers lui, nous vîmes que l'étranger portait les couleurs françaises à son pavois. Aux nuages tourbillonnants de vautours de mer qui planaient en cercle et fondaient autour de lui, il était clair que le cachalot qu'il remorquait devait être ce que les pêcheurs nomment un cachalot puant, c'est-à-dire un cachalot qui est mort sur la mer sans qu'on l'ait touché et qui flotte ainsi, épave sans propriétaire. On peut imaginer quelle odeur ragoûtante peut se dégager d'une telle masse. C'est pire qu'une ville assyrienne en temps de peste, quand les survivants n'arrivent plus à enterrer tous les morts. Certains trouvent que c'est si intolérable qu'aucune cupidité ne pourrait les décider à amarrer une pareille chose. Mais il y a ceux qui veulent le faire quand même, bien que l'huile obtenue sur de tels sujets soit de qualité très inférieure et pas du tout de la nature de l'essence de rose. Nous approchant davantage à mesure que le vent tombait, nous vîmes que le Français traînait un second animal, lequel semblait encore plus odorant que le premier. En réalité, il se trouva être un de ces cachalots douteux qui semblent se dessécher et mourir d'une sorte de prodigieuse dyspepsie ou d'indigestion, laissant leur corps défunt presque entièrement vidé d'huile. Néanmoins, nous verrons en temps opportun qu'aucun pêcheur qualifié ne tourne le dos à un animal semblable, quelle que soit son horreur des cachalots puants en général. Quand le Pécode fut assez près de l'étranger, Stubb jura qu'il reconnaissait le loucher de sa propre bêche pris dans les lignes entortillées autour de la queue d'un des cachalots. « En voilà un bonhomme !» s'écria-t-il joyeusement de l'avant du navire. « En voilà un chacal ! Je sais bien que ces grenouilles de Français ne sont que des mazettes pour la pêche à la baleine. Des fois, ils mettent leurs canots à la mer pour des vagues qu'ils prennent pour des jets de cachalots. Oui, et des fois, ils quittent leur port avec leurs cales pleines de boîtes de chandelles et de caissons d'éteignoirs, prévoyant que toute l'huile qu'ils recueilleront serait insuffisante pour alimenter la lampe du capitaine. Eh oui, ça se sait. Mais voyez-vous, voilà une grenouille qui se contente de nos restes. Je parle du cachalot drogué là-bas, et aussi de cet autre précieux poisson auquel il est en train de gratter les os. Pauvre diable! Dites donc, quelqu'un, passez un chapeau et faisons-lui cadeau d'un peu d'huile par charité, car l'huile qu'il tirera de ce cachalot drogué n'est pas assez bonne pour brûler, même au bagne. Non, pas même dans la cellule d'un prisonnier. Quant à l'autre animal, je crois qu'on n'obtiendrait plus d'huile en coupant en tranches nos 3 mâts qu'on en tirera de ce tas d'os. Mais j'y pense maintenant. Il se pourrait qu'il contienne quelque chose de mieux que de l'huile. Oui, de l'ambre gris. Je me demande si notre vieux y a pensé. Ça vaudrait la peine d'essayer. Oui, j'y vais. » Et ce disant, il se dirigea vers le gaillard d'arrière. Pendant ce temps, un calme plat avait succédé à la faible brise, si bien que le Pécode était maintenant tout à fait englué dans l'odeur, sans aucun espoir d'y échapper, à moins que la brise ne se levât de nouveau. Sortant de la cabine, Stubb rassembla l'équipage de sa baleinière et fit rame vers l'étranger. En passant sous sa proue, il s'aperçut que, selon le goût français plein de fantaisie, la partie supérieure de celle-ci, sculptée en forme d'énormes tiges penchées, était peinte en vert. En guise d'épine, cette tige avait des clous de cuivre hérissés, de place en place.
Le tout se terminait par un bourgeon aux plis symétriques d'une couleur rouge vif. Et il lut, peint en grandes lettres dorées, « Bouton de rose ». C'était le nom romanesque de ce vaisseau aromatique. Bien que Stubb ne comprît point le mot « bouton », néanmoins, l'ensemble formé avec le mot « rose » et le renflement de la poulaine lui expliqua suffisamment le tout. « Un bouton de rose en bois, hein ?» s'écria-t-il en se bouchant le nez. « Ça fait très chic, mais comme il pue !» Afin de se tenir en communication directe avec les gens du pont, il dut contourner l'étrave du navire pour aller à tribord, et se trouva nez à nez avec ce cachalot puant, et par-dessus le cadavre, il cria. Il se tenait toujours le nez bouché avec ses doigts. « Ohé, du bouton de rose. Y a-t-il parmi vous un bouton de rose qui parle anglais ?»« Oui, » répondit de l'avant un homme de Guernesey qui se trouva être le second. « Eh bien, mon bouton de rose, est-ce que vous n'auriez pas vu la baleine blanche par hasard ?»« Quelle baleine ?»« La baleine blanche, un cachalot, Moby Dick. Est-ce que vous l'avez vue ?»« Je n'ai jamais entendu parler d'une telle baleine. Cachalot blanc, baleine blanche, non. »« Bon, alors au revoir. Je reviendrai de nouveau dans une minute. » Il se dirigea rapidement vers le Pécode et, voyant Achab penché sur la lisse du gaillard d'arrière pour attendre son rapport, il mit ses mains en porte-voix et cria « Non, sœur, non !» Sur quoi Achab se retira et Stubb retourna au Français. Il s'aperçut alors que l'homme de Guernesey venait d'embarquer des chaînes et qu'il se servait d'une bêche à dépecer, après avoir emmitouflé son nez dans une sorte de sac. « Qu'est-ce qui vous arrive avec votre nez ?» demanda Stubb. « Cassé ?»« Je voudrais bien qu'il soit cassé, et même ne pas en avoir du tout, » répondit l'homme de Guernesey, qui semblait ne pas beaucoup apprécier le genre de travail qu'il avait entrepris. « Mais vous, pourquoi tenez-vous le vôtre ?»« Oh, pour rien. C'est un nez en cire. Faut que je le tienne. Bonne journée, hein ? À l'air qu'on respire, on se croirait dans un jardin, c'est pas ? Lancez-nous un petit bouquet de fleurs, voulez-vous, bouton de rose ? » « De par le diable, qu'est-ce que vous foutez ici ?» gueula l'homme de Guernesey, pris d'une colère subite. « Oh, un peu de sang-froid. Froid, oui, c'est le mot. Pourquoi ne mettez-vous pas ces bêtes dans la glace pendant que vous travaillez dessus ? Mais sérieusement, bouton de rose, vous savez que c'est pure folie que de vouloir tirer de l'huile d'un cachalot comme celui-là. Quant au desséché, de là-bas, il n'en a pas une seule pinte dans toute sa carcasse. Je le sais bien, mais notre capitaine ne veut pas le croire, voyez-vous, c'est son premier voyage. Avant, il était fabricant d'eau de Cologne. Mais montez donc à bord. Peut-être que vous, il vous croira, bien qu'il ne me croie pas, moi. Et comme ça, je serai débarrassé de ce sale boulot. »« Rien que je puisse faire pour vous obliger, mon doux et charmant garçon, » répliqua Stubb qui eut vite fait de grimper sur le pont. Là, une scène bizarre s'offrit à ses yeux. Les matelots, coiffés de bonnets à pompons rouges, préparaient les lourds palans pour cachalot. Mais ils travaillaient avec lenteur, et, parlant très vite, ils ne semblaient guère en bonne humeur. Tout leur nez pointait vers le haut, comme autant de bouts dehors de phoques. De temps en temps, quelques-uns laissaient tomber leur besogne et s'en allaient respirer un peu d'air pur au haut des mâts. Certains, pensant qu'il allait attraper la peste, trempaient de l'étoupe dans un pot de goudron et la portaient à leurs narines. D'autres, ayant cassé le tuyau de leur pipe, tout près de la tête, soufflaient vigoureusement la fumée du tabac qui, ainsi, leur emplissait le nez. Stubb fut surpris d'entendre une bordée de cris et de jurons sortant de la cabine du capitaine, et regardant dans cette direction, il vit une tête en feu sortant de derrière une porte. C'était le chirurgien du bord, qui, tourmenté, après avoir fait en vain des remontrances contre les procédés de la journée, s'en était allé dans la cabine du capitaine, le cabinet, comme il l'appelait, pour fuir la peste, et qui, là, ne pouvait s'empêcher de hurler son indignation et des prières de temps en temps. Remarquant tout cela, Stubb en tira bon augure pour son dessein. Se tournant vers l'homme de Guernesey, il eut avec lui un petit bout de conversation, pendant lequel il put s'apercevoir que le second étranger détestait son capitaine parce qu'il était ignorant et vaniteux, et qu'il les avait embarqués dans une histoire sale et sans profit. Le questionnant habilement, Stubb constata que le Français n'avait pas le moindre soupçon au sujet de l'ambre gris. Alors il se tut à ce sujet. Mais
Ceci mis à part, il fut tout à fait franc et confidentiel avec son interlocuteur, de sorte que tous deux eurent vite fait de tramer une sorte de petit complot pour s'y convenir, et en même temps se moquer de ce capitaine, sans que ce dernier puisse avoir le moindre doute sur leur sincérité. Selon leur petit plan, l'homme de Guernesey, s'offrant comme interprète, devait raconter au capitaine ce qui lui venait à l'esprit, mais comme si ça venait de Stubb. Quant à Stubb, il devait débiter tout ce qui lui passait par la tête au cours de l'interview. À ce moment-là, leur victime sortit de sa cabine. Il était petit et brun, d'apparence assez délicate pour un marin, mais avec de grands favoris et de longues moustaches. Il portait un costume de velours de coton rouge et des breloques aux côtés. Stubb fut poliment présenté à ce gentleman par l'homme de Guernesey, qui, avec beaucoup d'ostentation, faisait l'interprète entre eux. « Qu'est-ce qu'il faut lui dire d'abord » demanda-t-il. « Eh bien, répondit Stubb, regardant la veste de velours et les breloques, autant vaut-il que vous commenciez en lui disant qu'il a un peu l'air d'un gosse, bien que je ne me pose pas en juge. » Il dit, monsieur, traduisit en français l'homme de Guernesey, se tournant vers son capitaine, qu'hier même son navire a rencontré un vaisseau sur lequel le capitaine et le second, avec 6 matelots, étaient tous morts d'une fièvre contractée et d'une baleine pourrie, qu'ils traînaient à côté d'eux. Sur ce, le capitaine tressaillit et exprima vivement le désir d'en savoir davantage. « Et maintenant, monsieur ?» demanda l'homme de Guernesey à Stubb. « Eh bien, puisqu'il le prend si facilement, dites-lui que maintenant que je l'ai soigneusement regardé, je suis tout à fait sûr qu'il n'est pas plus capable de commander un baleinier que ne le serait un singe de Santiago. Vrai, dites-lui de ma part que c'est un babouin. » Il jure et déclare, monsieur, que l'autre baleine, la desséchée, est encore plus empoisonnée que la pourrie. En résumé, monsieur, il nous conseille, si nous tenons à la vie, de nous débarrasser de ces animaux. Aussitôt, le capitaine courut à l'avant et, d'une voix retentissante, commanda à son équipage de ne plus hisser les palans à dépecer, mais de détacher les câbles et les chaînes qui retenaient les cachalots au navire. « Et maintenant quoi » demanda l'homme de Guernesey, quand le capitaine fut revenu. « Voyons, laissez-moi voir. Eh bien, vous pouvez aussi bien lui dire maintenant dites-lui que je l'ai eu. À part, peut-être quelqu'un d'autre aussi. Il dit, monsieur, qu'il est heureux d'avoir pu nous rendre service. » À ces mots, le capitaine assura que c'étaient eux les obligés, lui et son second, et il conclut en invitant Stubb à descendre boire une bouteille de Bordeaux dans sa cabine. « Il veut vous offrir un verre de vin, » dit l'interprète. « Remerciez-le cordialement, mais dites-lui que c'est contraire à mes principes de boire avec un homme que j'ai mis dedans. Au fait, dites-lui qu'il faut que je m'en aille. Il dit, monsieur, que ses principes ne lui permettent pas de boire, mais que si monsieur veut vivre encore un jour pour pouvoir boire, il faut que monsieur se hâte de mettre les 4 canots à la mer pour hâler le vaisseau loin de ses cachalots. Car il fait si calme qu'ils ne dériveront pas tout seuls. » Sur ce, Stubb, enjambant le plat-bord de son canot, héla l'homme de Guernesey pour lui offrir de les aider à écarter du navire le plus léger des 2 cachalots avec un long câble de remorque qui se trouvait dans l'embarcation. Tandis que les baleinières françaises étaient occupées à tirer le navire d'un côté, le complaisant Stubb remorquait son cachalot de l'autre, en employant ostensiblement son câble de remorque d'une longueur exceptionnelle. À ce moment, la brise se leva. Stubb fit semblant de détacher le cadavre. Hissant ses baleinières, le Français s'éloigna, tandis que le Pécode se glissait entre lui et le cachalot de Stubb. Là-dessus, Stubb s'approcha rapidement de la carcasse flottante et, après avoir hélé le Pécode pour lui faire part de ses intentions, il s'apprêta sur le champ à recueillir le fruit de sa ruse déloyale. Saisissant sa bêche acérée, il fit un trou dans le corps de l'animal, un peu en arrière de la nageoire latérale. On aurait pu penser qu'il creusait une cave dans la mer, et quand enfin la bêche frappa contre les côtes décharnées, ce fut comme si on avait retourné de vieux carreaux et de vieilles poteries romaines ensevelies dans la grasse argile anglaise. Tous les hommes de l'équipage, terriblement excités, aidaient avec ardeur leur chef, aussi anxieux que des chercheurs d'or. Pendant ce temps, d'innombrables oiseaux piquaient, plongeaient, criaient et se battaient autour d'eux.
Stubb commençait à avoir l'air désappointé, d'autant plus que l'horrible puanteur augmentait, quand soudain, du cœur même de cette pestilence, s'éleva un léger effluve de parfum qui coulait à travers la marée des mauvaises odeurs, sans être absorbé par elles, comme une rivière qui, passant dans une autre, chemine avec elle quelque temps sans s'y mélanger. « Je l'ai !» s'écria Stubb avec joie en frappant sur quelque chose dans les régions souterraines. « Une bourse ! Une bourse !» Laissant sa bêche, il plongea ses deux mains à l'intérieur de la charogne et en sortit 2 poignées de quelque chose qui ressemblait à du savon de Windsor, bien à point, ou à du bon vieux fromage bien marbré, mais qui était très onctueux et parfumé. Cela pouvait se rayer du pouce et c'était d'une couleur tirant entre le jaune et le gris. Et cette chose, mes amis, c'était l'ambre gris qui vaut une guinée d'or l'once chez n'importe quel droguiste. On arriva à en tirer environ 6 poignées, mais inévitablement, il s'en perdit davantage en mer. Et l'on aurait sans doute pu en sauver davantage si l'impatient Achab n'avait ordonné à Stubb d'interrompre sa besogne pour remonter à bord. Sinon, le navire partirait sans lui. Ambre gris. L'ambre gris est une curieuse substance et un article de commerce si important qu'en 1791, un certain capitaine Coffin de Nantucket fut interrogé à son sujet, à la barre de la Chambre anglaise des communes. Car, même en ces temps, l'ambre gris restait, comme l'ambre lui-même, un problème pour les savants. Le mot est de composition française. Néanmoins, l'ambre et l'ambre gris sont 2 substances n'ayant rien de commun. Car l'ambre, bien que parfois trouvé sur les plages de la mer, l'est aussi enfoui dans certains sols très éloignés des mers, et l'ambre gris n'est jamais trouvé ailleurs que sur la mer. De plus, l'ambre est une matière dure, transparente, cassante et sans odeur. On s'en sert pour faire des tuyaux de pipe, des perles et divers ornements. Mais l'ambre gris est mou, cireux, et si odorant et épicé qu'on l'utilise beaucoup en parfumerie, pour des pastilles, pour des bougies de luxe, pour des poudres à cheveux et des pommades. Les Turcs l'utilisent en cuisine et aussi ils l'emportent à la Mecque dans le même but qu'on porte l'encens à Rome à la basilique de Saint-Pierre. Certains marchands de vin en laissent tomber quelques gouttes dans le clairet pour le parfumer. Qui penserait que belles dames et beaux messieurs se régalent d'une essence trouvée dans les tripes fétides, sans gloire aucune d'une baleine malade? Il en est ainsi, cependant. Par quelques-uns, l'ambre gris est supposé être la cause, et par d'autres, l'effet de la dyspepsie du cachalot. La façon de guérir une telle dyspepsie serait difficile à dire, à moins d'administrer au malade le contenu de 3 ou 4 canaux de pilule de brandreth, puis à se sauver dardard, comme font les paysans qui dynamitent les rochers. J'ai omis de dire qu'on avait trouvé dans cet ambre gris certaines plaques dures, rondes, osseuses, que tout d'abord Stubb pensa être des boutons de culotte de matelot. Mais après contrôle, elles furent reconnues comme étant simplement les os de petites seiches, embaumées de cette manière. Cela ne vous étonne pas que l'incorruptibilité de cet ambre gris si parfumé se trouve au cœur d'une telle corruption? Souvenez-vous de ce que saint Paul dit aux Corinthiens au sujet de la corruption et de l'incorruptibilité. Comme nous sommes semés dans la honte mais élevés dans la gloire. Et souvenez-vous aussi de ce que disait Paracelse et de ce dont était fait le meilleur musc. Et n'oubliez pas non plus l'étrange fait que, d'entre toutes les choses qui sentent mauvais, l'eau de Cologne, au premier stade de sa composition, est la pire. J'aimerais finir ce chapitre avec le rappel ci-dessus, mais je ne le puis à cause de mon désir de réfuter une imputation souvent portée contre les baleiniers. Dans le jugement de certains esprits à double face, elle pourrait être considérée comme étant indirectement liée à ce qu'on a dit des 2 cachalots du français. Au cours de ce volume, il a été prouvé que l'imputation de désordre et de saleté de la chasse à la baleine était une calomnieuse diffamation. Or, quelle est l'origine de cette diffamation? Selon moi, elle remonte à l'arrivée des premiers baleiniers du Groenland à Londres, il y a plus de 2 siècles.
parce que ces baleiniers n'avaient alors pas plus essayé de faire bouillir leur huile en mer qu'ils ne le font à présent, comme les navires du Sud l'ont toujours fait. Coupant la graisse fraîche de la baleine en petits morceaux, ils l'enfournaient par la bonde dans de grands tonneaux et la transportaient chez eux de cette manière. La courte durée de la saison de pêche dans ces mers glaciales et les orages subis et violents auxquels ils sont exposés leur interdisant d'autres procédés. Le résultat est que lorsque l'on couvre la cale et que ces cimetières de baleines sont débarqués sur les docks du Groenland, il s'en dégage une odeur assez semblable à celle qui s'élève lorsqu'on fait des trous dans un vieux cimetière de ville pour y construire les fondations d'une maternité. Je soupçonne aussi que cette imputation méchante peut provenir de l'existence, sur la côte du Groenland, d'un village hollandais nommé Schmerenburg ou Schmeurenberg. Ce dernier nom étant celui dont se sert le savant Fogo van Slak dans son grand travail sur les odeurs. Un maître-livre sur ce sujet. Comme son nom l'indique, Smer, Grèce, Berg, entassement, ce village fut fondé afin de servir d'entrepôt à la graisse de la flotte hollandaise, avant son transport en Hollande, pour y être traité. On y voyait une collection de tonneaux, de bouilloires pour la graisse et de hangars à huile, et quand les travaux marchaient grand train, il s'en dégageait certainement une odeur peu agréable. Mais tout ceci se trouve être très différent pour la pêcherie du cachalot dans les mers du Sud, qui parfois peut durer 4 ans, et dans laquelle une cale remplie d'huile ne demande peut-être pas plus de 50 jours pour faire bouillir ces dernières qui, mises alors en tonneaux, est presque inodore. La vérité est que, mortes ou vivantes, si seulement elles étaient traitées comme il faut, les baleines ne seraient pas spécialement des créatures malodorantes, et elles ne peuvent pas plus être reconnues par le flair que ne pouvait l'être, ainsi que les gens du Moyen-Âge le prétendaient, un juif dans une compagnie. Même, la baleine ne peut être autre que parfumée lorsqu'elle est en bonne santé, prenant beaucoup d'exercice toujours à l'air libre, quoique rarement au grand air, il est vrai. J'affirme que les queues du cachalot envoient au-dessus de l'eau un parfum comme celui d'une dame parfumée au musc, dans un salon tiède, avec sa robe froufroutante. À quoi alors comparerais-je le cachalot quant au parfum, en prenant en considération sa grosseur ? Ne sera-ce pas cet éléphant célèbre aux défenses enrichies de joyaux, embaumant la myrrhe, qui fut sorti d'une ville hindoue pour honorer Alexandre le Grand ? L'abandonner. Quelques jours après la rencontre du Français, il advint un événement plein de signification aux membres le plus insignifiant de l'équipage du Péquod. Événement tout à fait lamentable et qui finit par fournir au navire, parfois follement joyeux, mais prédestiné, une manière de prophétie sur la fin tragique appelée à être la sienne. À bord d'un baleinier, tous les hommes ne vont pas dans les canots. Quelques matelots appelés, gardiens du navire, sont mis à part, dont la fonction est de manœuvrer le bâtiment pendant que les embarcations chassent le cachalot. En règle générale, ces gardiens de navire sont des gars aussi costauds que ceux qui forment l'équipage des baleinières. Mais si, par hasard, il y a à bord un type indûment chétif ou maladroit ou craintif, il est sûr d'être enrôlé parmi les gardiens de navire. Sur le Péquod, c'était le cas pour le petit nègre nommé Pipin, et par abréviation Pipe. Pauvre Pipe. Vous avez déjà entendu parler de lui. Vous devez vous souvenir de son tambourin au cours de cette nuit dramatique, si joyeusement ténébreuse. Par l'aspect extérieur, Pipe et Doug Boy formaient la paire, comme un poulain noir et un poulain blanc. D'un égal développement, quoique de couleurs différentes, et attelés comme un couple excentrique. Mais tandis que le malheureux Doug Boy était lourd de nature et d'esprit lent, Pipe, bien qu'assez poltron, avait au fond l'esprit très vif, de cette vivacité enjouée, spontanée, particulière à sa race qui jouit de tous les loisirs et faite avec un plaisir plus vif et un plus grand goût que n'importe quelle autre race. Pour les Noirs, le calendrier ne devrait comporter que 365 4 juillet et jours de l'an. Ne souriez pas si je dis que le petit noir était brillant. Le noir lui-même est parfois brillant.
voyait les panneaux d'ébène éclatants dans les appartements royaux. Mais Pip aimait la vie et toute la paisible sécurité de la vie. De sorte que le travail épouvantable dans lequel il s'était inexplicablement enrôlé avait bien tristement terni son éclat. Comme on va le voir, ce qui était ainsi tempérament terni s'illumina finalement d'étranges feux blafards et fous, et brusquement l'éclat naturel de ce nègre de Toland Country, en Connecticut, se mit à briller 10 fois plus. Dans son pays, il avait autrefois animé mains et bas sur les prés avec son violon, et à l'heure mélodieuse du soir, son joyeux rire en cascade avait transformé l'horizon rond en un tambourin aux clochettes d'étoiles. Ainsi, à l'air limpide du jour, suspendu à un cou veiné de bleu, l'eau pure d'un solitaire de diamant brillera d'un éclat sain. Mais si le joaillier rusé veut montrer le diamant dans son éclat le plus surprenant, il le place sur un fond sombre, puis l'éclaire, non avec le soleil, mais au moyen d'un gaz artificiel. Alors, de la pierre sortent ces éclats ardents, infernaux et superbes. C'est alors que le diamant a la flamme maudite, et ce symbole le plus divin des cieux de cristal semble quelque gemme dérobée à la couronne du roi des enfers. Mais revenons à notre histoire. Il advint que, dans l'affaire de l'ambre gris, le rameur d'arrière de Stubb se foula la main. Assez pour rester estropié pendant quelque temps, et Pip fut provisoirement mis à sa place. La première fois que Stubb le prit dans sa baleinière, Pip manifesta une grande nervosité. Pour cette fois, heureusement, il échappa au contact direct avec le cachalot et s'en tira sans trop de déshonneur. Toutefois, Stubb, qui l'avait observé, prit soin ensuite de l'exhorter à s'armer de courage, car il pourrait en avoir souvent besoin. À la seconde expédition de la baleine, on rama sur la baleine. Au moment où celle-ci reçut le fer, elle donna son coup habituel, à un endroit qui se trouva justement sous le banc du pauvre Pip. Dans la surprise du moment, le petit noir sauta en l'air, la rame à la main, mais de telle manière qu'une partie de la ligne relâchée, s'enroulant à sa poitrine, l'emporta par-dessus bord. Quand il tomba dans l'eau, il s'y trouvait tout empêtré. À cet instant, le cachalot blessé partant à fond de train, la ligne se tendit vivement, et presto, le pauvre Pip, ruisselant d'écume, apparut dans les nœuds de la corde, cruellement entraîné par la ligne qui s'était enroulée plusieurs fois autour de son torse et de son cou. Tachetegaud était debout à l'avant, tout enflammé d'ardeur par la chasse. Il haïssait Pip pour sa poltronnerie. Arrachant le couteau de canot de sa gaine, il posa la lame bien affilée sur la ligne et, se tournant vers Stubb, interrogea. « Coupé ?» Le visage bleui de Pip, étouffant, disait alors clairement « Coupé, pour l'amour de Dieu !» Tout ceci dura le temps d'un éclair. La scène entière n'avait pas demandé plus d'une demi-minute. « Coupé, qu'il soit maudit !» rugit Stubb. Ainsi le cachalot fut perdu, et Pip sauvé. Dès qu'il reprit ses sens, le pauvre petit nègre fut assailli par les invectives et les jurons de l'équipage. Après avoir tranquillement permis à ces malédictions normales de s'épancher, Stubb, à son tour, d'une manière simple, pratique, mais à demi plaisante, maudit Pip officiellement. Ceci fait, il lui donna quelques bons conseils, disant en substance « Ne sautez jamais d'un canot, Pip, sauf, mais toute la suite était vague, comme les conseils les plus sains le sont toujours en général. Votre véritable devise dans la chasse au cachalot, c'est « Tiens ferme au canot ». Mais il arrive aussi des cas où « saute du canot » est meilleur. Puis, s'apercevant en fin de compte qu'en donnant des conseils consciencieux à Pip, il lui laissait une trop grande marge pour sauter dans le futur, il acheva péremptoirement. Tenez bon au canot, Pip, ou nom de Dieu, je ne vous repêcherai plus si vous sautez encore. Attention, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des cachalots pour des types comme vous. Un cachalot se vendrait 30 fois plus cher que vous en Alabama. Rappelez-vous ça et ne sautez jamais plus. Par ces paroles, Stubb, sans doute, suggérait indirectement que l'homme a beau aimer son semblable, néanmoins l'homme est un animal fait pour gagner de l'argent et que ce dernier penchant peut souvent empêcher sa bonté naturelle. Mais nous sommes tous entre les mains des dieux, et Pip sauta de nouveau.
Ce fut dans des circonstances très analogues à celles de sa première aventure. Mais cette fois, il n'emporta pas la ligne, et quand le cachalot se mit à fuir, Pip fut laissé en arrière dans la mer, comme la balle d'un voyageur pressé. Hélas, Stubb ne tient que trop bien parole. C'était par une belle journée pleine de bonté. La mer, pailletée, était calme et fraîche. Elle s'étalait jusqu'à l'horizon, comme une feuille d'or d'une extrême minceur. Montant et redescendant sur les flots, la tête d'ébène de Pip apparaissait comme un clou de girofle. Stubb, inexorablement, lui tourna le dos et le cachalot avait des ailes. En 3 minutes, un maille d'océan sans rivage s'étala entre Stubb et Pip. Du milieu de la mer, le pauvre Pip tournait sa tête noire frisée vers le soleil, cet autre abandonné solitaire malgré sa hauteur et son éclat. Par temps calme, nager en plein océan est aussi facile pour un nageur exercé que de déambuler à terre dans une voiture à ressort. Mais l'affreuse solitude est intolérable. L'intense concentration de soi-même au milieu d'une impitoyable immensité. Dieu, qui pourrait l'exprimer? Voyez comme les marins, lorsqu'ils se baignent par calme plat, se tiennent près de leur vaisseau, ne faisant que nager le long de ses flancs. Mais Stubb avait-il vraiment abandonné à son sort le pauvre petit nègre? Non. Du moins, il n'en avait pas l'intention. 2 baleinières le suivaient de près, et il pensait qu'elles rejoindraient promptement Pip et le repêcheraient. Un froussard est aussi détesté dans les pêcheries que dans la flotte ou l'armée militaire. Mais malgré tout, ce sentiment n'est pas général chez les pêcheurs, car souvent, ils sont eux-mêmes en grand danger et ils savent ce que c'est. Mais il arriva que ces baleinières ne virent pas Pip, et, apercevant des cachalots, elles virèrent de bord soudain pour leur donner la chasse. Le canot de Stubb se trouvait maintenant si loin, et lui et son équipage étaient si absorbés par leur pêche, que l'horizon circulaire de Pip parut s'étendre lamentablement autour de lui. Par le plus grand des hasards, le pécode le sauva enfin. Mais à partir de cette heure, le petit nègre erra sur le pont comme un fou, si bien qu'à la fin on pensa qu'il l'était. La mer railleuse avait épargné son corps mortel pour engloutir l'immortalité de son âme, mais sans la noyer complètement. Elle était plutôt comme emportée à de merveilleuses profondeurs. Des formes étranges d'un monde premier glissaient devant ses yeux passifs. La sagesse, cette sirène avare, lui révélait ses trésors entassés. Parmi les immensités joyeuses, sans amour et toujours jeunes, Pip voyait des multitudes d'insectes de corail, dieux omniprésents, qui, du firmament des eaux, soulevaient l'orbe colossal de l'univers. Il voyait le pied de Dieu posé sur la pédale du métier à tisser le monde, et il le disait, et c'est pourquoi ses compagnons le traitaient de fou. Ainsi la démence de l'homme est la sagesse du ciel, et en s'éloignant de toute pensée humaine, l'homme atteint enfin la pensée divine, qui, pour la raison, est absurde et frénétique. C'est pourquoi peine et bonheur sont aussi incompris que Dieu. Pour le reste, ne blâmez pas trop sévèrement Stubb. De pareils faits sont communs dans la chasse, et on verra à la fin qu'un pareil abandon m'était à moi-même réservé. Une étreinte de main. Cette baleine de Stubb, si chèrement acquise, fut dûment amenée sur les flancs du Pécode, où eurent lieu les opérations d'amarrage et de dépeçage précédemment décrites, jusqu'à la vidange de la tonne d'Edelberg. Tandis que certains s'occupaient à ce dernier travail, d'autres étaient employés à emporter les grandes cuves pleines de spermacétie. Et le moment venu, ce spermacétie fut soigneusement manipulé pour aller au bouilloire, ce dont nous parlerons plus tard. Avec quelques autres, je palpais la consistance de celui qui se trouvait dans une bassine, grande comme la baignoire de Constantin. Je la trouvais coagulée en gros grumeaux qui roulaient çà et là dans la partie encore liquide. Notre rôle était d'écraser ces grumeaux à la main pour les faire redevenir liquides. Un doux et onctueux travail. Rien d'étonnant à ce que le spermacétie ait été autrefois un cosmétique si en faveur, lui si doux, si clair, si souple, si délicieusement mou.
Après y avoir tenu mes mains pendant seulement quelques minutes, mes doigts étaient devenus souples comme des anguilles, et je les sentais commencer à, pour ainsi dire, serpenter et à onduler. J'étais assis là, à l'aise, les jambes croisées sur le plancher du pont, après le dur travail du cabestan. Le vaisseau, aux voiles indolentes, glissait sereinement sur l'eau sous un ciel bleu et paisible. Je trempais les mains parmi ces molles masses qui étaient coagulées depuis 1 heure. Elles s'écrasaient sous mes doigts et toute leur opulence éclatait lentement dans mes mains, comme le jus de raisin très mûr. Je reniflais cet arôme sans souillure. Il était tout à fait comme l'odeur des violettes de printemps. À ce moment, je l'affirme, je vivais comme dans un pré embaumé. J'avais totalement oublié notre affreux serment. Je baignais mes mains et mon cœur dans cette indescriptible matière. J'étais prêt à croire à la vieille superstition paracelsienne qui prétend que le spermacétie possède la rare vertu de tempérer l'ardeur de la colère. Tandis que je me plongeais dans ce bain, je me sentais divinement libéré de toute aigreur, de toute impatience et de toute espèce de malice. Étreindre, étreindre, étreindre. Toute la matinée se passa à étreindre le spermacétie, tant qu'à la fin je m'y fondis moi-même. J'étreignis jusqu'à ce qu'une étrange folie s'empara de moi. Je me surpris, serrant sans le vouloir les mains de mes compagnons, les prenant pour les doux grumeaux. Cette occupation fit naître un sentiment si fort, si affectueusement amical, si aimant que, finalement, sans discontinuer, je pressai leurs mains, les regardant dans les yeux avec tendresse, comme pour leur dire « Oh, bien-aimés semblables, pourquoi continuer à chérir les injustices sociales et à nous témoigner réciproquement la moindre mauvaise humeur ou jalousie? Allons, serrons-nous la main à la ronde. Fondons-nous universellement les uns dans les autres, jusqu'à devenir un spermacétie, un lait de bonté. Qu'à tout jamais il me soit donné d'étreindre ce spermacétie. Car désormais, à force d'expérience, je me suis rendu compte que l'homme doit rabaisser, ou tout au moins déplacer, l'idée qu'il se fait de la félicité à laquelle il peut accéder. Qu'il ne doit la situer ni dans l'intelligence ni dans l'imagination, mais dans la compagne, dans le cœur, le lit, la table, la selle, l'âtre, la terre. Maintenant que je suis convaincu de tout ceci, je suis prêt à étreindre éternellement. Dans mes rêves nocturnes, je voyais de longues files d'anges, portant chacun dans leurs mains une jarre de spermacétie. Or, à propos du spermacétie, il convient de parler de diverses choses de la même nature, toujours dans le domaine de préparation du cachalot pour les bouilloires. Parlons tout d'abord du cheval blanc, comme on le nomme, qui est obtenu de la partie effilée de l'animal et aussi des parties les plus épaisses de ses pennes. Il est dur de broyer ses tendons, un tas de muscles, mais on le fait quand même, car ils contiennent un peu d'huile. Après avoir été détaché de la baleine, le cheval blanc est d'abord taillé en longs morceaux pouvant se porter, avant d'aller au hachoir. Il ressemble fort ainsi à des blocs de marbre du Berkshire. Le nom de plum pudding est donné à certaines parties fragmentaires de la chair du cachalot qui adhèrent ci et là à sa couverture de graisse et qui, souvent, participent considérablement à son onctuosité. C'est une chose belle, amusante et rafraîchissante à contempler. Comme son nom l'indique, cette chose est d'un ton extrêmement riche et bigarré. Le fond en est strié de blanc de neige et de jaune d'or tacheté de points cramoisis foncés et pourpres. Ce sont des prunes rouges parmi des citrons. On a toujours les peines du monde à se retenir de les manger. J'avoue qu'une fois je me suis caché derrière le mât de misaine pour y goûter. Ça a la saveur que devait avoir, j'imagine, la tranche d'un royal cuisseau à la table de Louis le Gros. En supposant que cette venaison ait été tuée le premier jour d'une saison de chasse particulièrement bonne, comme une année célèbre d'un cru de champagne. Il y a une autre substance singulière qui se présente au cours de ce travail et que je trouve particulièrement difficile à décrire. On la nomme slopgolion. C'est le nom que lui donnent les baleiniers et c'est aussi la nature de cette substance. C'est une chose incroyablement vaseuse et filandreuse qui, le plus souvent, se trouve dans le fond des cuves de spermacétie après que celui-ci ait été pressuré et transvasé. Je crois que ce sont des membranes rompues d'une façon merveilleusement menue et qui sont agglutinées. Gury,
appellation donnée par les chasseurs de la vraie baleine, mais dont se servent aussi parfois les chasseurs de cachalot, est le nom qui désigne la substance foncée et gélatineuse qu'on gratte sur le dos de la baleine du Groenland, ou vraie baleine, et dont les ponts de ces messieurs qui chassent cet ignoble léviathan se trouvent couverts. Nippers. Ce mot n'est pas particulier au vocabulaire baleinier, mais il le devient une fois employé par eux. Le nipper du baleinier est un lambeau court et ferme d'une manière fibreuse qui se taille dans la partie effilée de la queue du léviathan. En moyenne, il a 1 pouce d'épaisseur et pour le reste, il a à peu près la taille d'un fer de faucille. Poussé de côté, le long du pont huileux, comme un balai de cuir, il attire à lui, comme par magie, toutes les impuretés. Mais pour tout reprendre au sujet de ces choses cachées, le mieux est de tout de suite descendre à la chambre à graisse, et là, de faire une longue causette avec ses occupants. Déjà, nous avons mentionné cet endroit comme le réceptacle des morceaux de couverture après qu'ils ont été taillés et enlevés du cachalot. Quand le moment est venu de morceler son contenu, ce lieu offre un spectacle de terreur aux novices, la nuit surtout. D'une part, éclairé par une faible lanterne, se trouve un espace préparé pour les ouvriers. Ils vont d'habitude par paires, l'homme qui pique et qui gaffe et l'homme qui taille. La pique baleinière ressemble à l'arme à aborder les frégates et qui, du reste, porte le même nom. La gaffe est quelque chose comme un croc de bateau. Avec cet instrument, l'homme de gaffe accroche un lambeau de graisse et s'efforce de l'empêcher de glisser quand le bateau tangue et roule. Pendant ce temps, l'homme de bêche, debout à même sur le lambeau, le coupe perpendiculairement en morceaux pouvant se porter. Cette bêche est aussi bien affilée que la meule peut le permettre. Les pieds du bêcheur sont nus. La chose sur laquelle il se tient glisse irrésistiblement parfois comme une luge. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'il tranche un de ses propres doigts de pied ou celui d'un de ses aides. Les doigts de pied sont rares parmi les vétérans de la chambre à graisse. La capote. Si vous aviez mis le pied à bord du Pécode, un certain moment après la mort du cachalot, et si vous vous étiez promené à l'avant auprès du cabestan, je suis persuadé que vous auriez regardé avec un grand intérêt un très étrange et énigmatique objet se trouvant couché là, le long des ballots du côté soulevant. Ni la merveilleuse citerne de l'énorme tête du cachalot, ni le prodigue de sa mâchoire inférieure déboîtée, ni le miracle de sa queue symétrique ne peut surprendre autant que la vue de cet inexplicable cône, plus long qu'un Nantucket né haut, ayant presque 1 pied de diamètre à la base, et d'un noir de jet comme Yojo, l'idole d'ébène de Kikeg. Et c'est en effet un idole, ou plutôt son image l'était jadis, telle celle qui fut trouvée dans les bois sacrés de la reine Macabe, en Judée, laquelle, pour l'avoir adorée, fut déposée par son fils Asa, qui détruisit l'idole en la brûlant comme une abomination dans le lit du Cédron. Ainsi qu'il est sombrement décrit dans le 15e chapitre du premier livre des rois. Voyez le matelot nommé le hacheur, qui maintenant arrive et qui, aidé par 2 matelots, met avec effort le grandissimus, comme les matelots le nomment, sur ses épaules fléchissantes et qui l'emporte en titubant comme s'il était un grenadier emportant un compagnon mort sur le champ de bataille. L'étendant sur le pont du Gaillard d'avant, il se met en devoir maintenant de lui enlever cylindriquement sa peau sombre, comme un chasseur africain dépouille un boa. Ceci fait, il retourne cette peau comme une jambe de pantalon, l'étire bien, en sorte que son diamètre en est presque doublé, enfin il la pend, l'étale soigneusement sur le gréement pour la faire sécher. Bientôt, elle est descendue. Alors, il enlève quelques 3 pieds vers l'extrémité pointue, puis il y pratique 2 fentes pour y passer les bras. Et il se glisse dedans, tout entier. Le hacheur se trouve maintenant debout devant vous, vêtu du grand costume rituel de sa vocation, et seul ce vêtement le protégera suffisamment tandis qu'il officiera. Son office consistera à hacher les morceaux de graisse pour les bouilloires,
opération qui est faite devant un curieux cheval de bois, plaqué bout à bout contre la rambarde, et sous lequel se trouve une grosse cuve dans laquelle tombent les morceaux hachés, aussi vite que les feuillets du discours d'un orateur transporté par son sujet. Vêtu de noir décent, occupant une chaire éminente, concentré sur des feuillets de Bible, quel candidat pour un archevêché, quel pape possible pour ce hacheur. Feuille de Bible. C'est le cri des assistants du hacheur. Il signifie qu'il doit couper les tranches aussi minces que possible, puisqu'ainsi le travail se trouve accéléré et la quantité de graisse considérablement accrue, et peut-être aussi de meilleure qualité.